Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour à ceux que je n'ai pas, que j'ai vus déjà. Donc pour cette troisième table d'hôtes, sur le stand Agri Demain, sur le stand de Eurotoc, les chefs Eurotoc, et également TSE, l'agrivoltaïcien, et Rungis, qui nous accompagne depuis ce matin. On enchaîne notre troisième table d'hôtes avec Stéphane, mais pas des moindres. Donc une table d'hôtes qui s'intitule et qui est proposée par Ici la Terre. Nous allons donc décortiquer ce qu'on entend par là, sur une table avec un thème qui est exprès provoquant, mais qui exprime déjà un petit peu le sens de ce que nous allons raconter. Agriculteurs, consommateurs, l'amour vache, point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à être provoquant, c'est un petit peu aussi l'intérêt de ce débat. Alors, Ici la Terre, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai à côté de moi quelqu'un qui sait très bien, elle va nous le dire aussi pourquoi. C'est parce que Ici la Terre existe depuis plusieurs années et à l'origine, c'était un numéro vert, c'est un numéro vert d'ailleurs toujours en fonctionnement, où tout citoyen peut appeler pour poser des questions, mais à la différence d'une autre structure, eh bien, il y a des agriculteurs qui répondent au bout de la ligne et ils tournent entre eux pour justement avoir cette contrainte d'être là en permanence, de répondre. Et vous verrez que ça a été très utile, ça l'est encore. Fort de cette expérience, de ce qu'ils ont appris, ces agriculteurs se sont constitués en association d'intérêt général, Ici la Terre. Alors, quelle est la mission? Donc c'est relativement récent, hein, je crois, ça a un mois ou deux, l'association, un petit peu plus. Quelle est la mission de cette association? Je vais essayer de la définir. Son président me complétera. Mais l'association comprend actuellement donc 13 000 agriculteurs de la grande région Nord-Bassin parisien. Ils ont décidé de se mobiliser, et c'est une première en France, pour faire entendre leur voix de consommateurs. Car tous les agriculteurs sont des consommateurs, mais tous les consommateurs ne peuvent pas être des agriculteurs. C'est là l'originalité de cette initiative. Alors, ils veulent se faire entendre. Pourquoi? En tant que consommateurs, justement, car l'acte d'achat conditionne pour partie la souveraineté alimentaire. Cher Stéphane, on l'a dit, on va le décliner, on va voir que c'est une autre forme d'apport à la souveraineté alimentaire, car cette souveraineté, on l'a dit, elle est en déclin. J'ai noté par exemple que Thierry Pouche des chambres d'agriculture a inventé un nouveau terme, j'espère qu'il ne durera pas, c'est la désagricolisation. Donc en gros, le fait qu'on décommercialise au niveau de la production agricole. Nous importons aujourd'hui 40% de nos viandes blanches, 50% de nos légumes. Alors les risques pour les consommateurs, ils n'en ont pas conscience. C'est directement des risques pour eux, ils sont réels. Pénurie, inflation, traçabilité, qualité sanitaire. Or, l'agriculture, je crois que c'est votre slogan, et il est très juste, c'est une forme d'assurance vie du consommateur. Nicolas Chaban ne pourra pas être avec nous. Je pense qu'il aurait décliné et approuvé cette évidence. Pourquoi? Parce que l'agriculture, elle permet de se nourrir, bien sûr, mais elle permet de se vêtir, elle permet de se déplacer, de se loger. Donc, c'est une forme de stabilité dans un monde instable. Alors, Ici la Terre, justement, se donne pour mission principalement pédagogique, de responsabiliser l'acte d'achat des consommateurs, qu'ils en prennent conscience par de la connaissance, de l'information, et au final, une mission de protection des capacités productives de la France. Donc, la baseline, je crois, le slogan « Sécurisez votre acte d'achat avec l'agriculture française ». Alors, pour débattre de cette question, on a, comme toujours, un super plateau, un plateau 5 étoiles, je disais ce matin, je crois qu'on peut le dire là aussi. Il est branché. Le président de l'association, Xavier Charon. Nous avons Benoît Montfort qui représente la coopérative U associée Super U Noisiel. Nous avons Stéphane Layani qui est resté avec nous, le PDG de Rungis. Nous avons est-ce que le député des Camps le Camp est arrivé? Non. Il va peut-être arriver député de la Vienne. Nous avons monsieur le sénateur Cuypers, sénateur de la Seine-et-Marne. Et puis nous avons Jérôme Regnault qui est président de la commission agricole de la région Île-de-France. Et nous avons bien sûr pas mal d'agriculteurs. Monsieur Gré, il est agriculteur aussi. Grégoire Jacquemet qui est secrétaire général
de l'association, Jean Lefebvre qui est trésorier, Mathieu Vivier et c'est rajouté Eddy Fougier. Et vous-même, vous êtes Brigitte Leroy. Brigitte Leroy, c'est important parce que Brigitte, elle répond au téléphone et donc elle a l'expérience et n'hésitez pas à prendre la parole. Et je le disais, Eddy s'est rajouté en tant que très connaisseur des mouvements qui, en tout cas, interpellent le monde agricole. Donc c'est intéressant d'avoir ta réaction, Eddy. Alors, Monsieur le Président Charon, j'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises. Est-ce que j'ai bien résumé, vous êtes agriculteur, hein, bien résumé les buts de l'association et comment vous est venue l'idée de créer cette association? Bon, alors déjà, merci de me proposer la parole. Allô? Oui. Parlez bien fort dedans. D'accord. Merci beaucoup, vous êtes très bien résumé, l'association. Donc, mais je vais le réexpliquer avec mes mots à moi. Oui. Cette association, elle est née d'abord d'un collectif d'agriculteurs qui voulait vraiment faire de la pédagogie sociétale et qui avait vraiment envie de discuter, qui avait envie de communiquer sur leur métier aux concitoyens. Et donc, il y a un numéro vert qui a été installé où chaque Français peut discuter avec un agriculteur, vraiment en direct, sans aucune... voilà, c'est vraiment une vraie pédagogie sociétale qui était vraiment novateur. Donc, c'est vraiment ce collectif, ça a très très bien fonctionné. Et ce collectif, il est vraiment là pour faire de la pédagogie. Ensuite, comment évoluer? Ici, la Terre a voulu évoluer en s'adressant essentiellement aux consommateurs. Et les agriculteurs, ce sont d'abord et avant tout des consommateurs. Ce sont des consommateurs comme vous et moi. Donc l'idée, c'est une opportunité pour le monde agricole de discuter directement auprès des consommateurs. Voilà, donc c'est vraiment une belle opportunité. Et voilà. Donc ici, la Terre, ça s'est transformé en association de consommateurs, loi 1901. C'est une association qui est reconnue d'intérêt général. C'est important. C'est très important. Voilà, ça va permettre de développer, d'avoir des dons de la part des particuliers, mais aussi des entreprises, avec une défiscalisation. Donc ça, c'est un point très important pour pouvoir se donner les moyens de communiquer. Et comment va agir l'association? Alors, l'association, elle va surtout agir en s'attaquant sur l'offre et la demande. Donc, sur l'offre, on va déjà faire de la défense de nos capacités de production. C'est-à-dire que ça, c'est le volet juridique. On ira défendre des projets d'agriculteurs qui veulent monter des structures de production. Et ça, on va aller les défendre sur le plan juridique. On va les défendre aussi en ayant une action d'influence. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être présent dans toutes les instances, où on peut être présent et où on peut jouer aussi sur la réglementation pour éviter qu'il y ait trop de contraintes sur nos agriculteurs pour éviter justement que la production parte à l'étranger en fait. Ça, c'est sur l'offre. Et on va aussi travailler sur la demande. Et ça, c'est en faisant de la communication. Donc, on va essayer de communiquer énormément auprès des consommateurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adresser aux consommateurs pour leur demander, en gros, d'acheter français, en fait. Tout simplement, hein, d'acheter français. Et on a un autre volet pour la demande, ce serait au niveau de la pédagogie. La pédagogie, c'est la continuité du numéro vert, où les consommateurs peuvent toujours appeler un agriculteur et avoir des réponses. Mais ça va être aussi des petites vidéos, des podcasts et autres. Par exemple, on va faire prochainement des petites vidéos où on va partir d'un enfant qui mange à la cantine et on va essayer de remonter la filière jusqu'en haut pour arriver jusqu'au producteur, pour bien montrer un peu l'importance de l'alimentation du début de la chaîne jusqu'à la fin. Très bien. Alors, justement, c'est à partir de ce numéro vert que vous avez eu l'idée de... Donc, je vais peut-être demander à des gens qui sont derrière, ça peut être intéressant, derrière ce 0800 5 382 382, en gros, quelle a été la tendance un petit peu que vous avez retrouvée? Est-ce que vous êtes fait agresser? Est-ce qu'il y a plutôt des demandes d'explications? On dit toujours que le citoyen, il adore les agriculteurs, mais il méconnaît l'agriculture.
Est-ce que c'est le résumé, en gros, de ce que vous avez comme appel? Effectivement, ça peut partir de ce constat-là. Alors, j'ai plus souvent eu des bons contacts que de mauvais, donc c'est déjà ça. C'est super. Et ensuite, il y a aussi quelquefois des explications simples à présenter parce que un habitant lambda ne connaît pas forcément les contraintes agricoles ou ne serait-ce que le climat. L'agriculture française est très diversifiée parce qu'elle a une géographie et un climat qui est très diversifié. Et j'expliquais une fois à un auditeur, quelqu'un qui a appelé, que le bio, on ne pouvait pas le faire partout. Les conditions climatiques étaient aussi importantes dans la production de bio. Et que de toute façon, les agricultures n'étaient pas forcément à opposer, elles étaient toutes complémentaires et toutes justement dans le souci du consommateur à être bien produit, et que les agriculteurs faisaient déjà des efforts sans pour autant que ce soit connu. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Merci, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, avant de continuer, je voulais quand même vous rappeler, Marcel, que vous êtes ici à la table d'hôte Agri-Demain et vous allez déguster des bons produits qui viennent des agriculteurs Agri-Demain et de Rungis, et que des chefs comme Marcel Le Soil, pardon, excusez-moi, qui est en plus champion du monde. Champion du monde de quoi? D'ouverture d'huîtres depuis 15 ans, et c'est vrai. Voilà. Et Marcel, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Alors, exceptionnellement, bien sûr, de l'écaille, on passait à la cuisine, puisque je suis maître cuisinier et j'étais 22 ans chez M. Bocuse. Donc, c'est lui qui m'a apporté cette passion, surtout avec le produit. Car avec nous, Eurotoc, vous savez que nous allons fêter nos 40 ans d'anniversaire pour l'association Eurotoc le 29 novembre. Il y a des tables de disponibles, alors n'hésitez pas, on vous donnera le montant de la part. Non, alors aujourd'hui, on va vous faire un lieu jaune avec une sauce hollandaise, accompagnée de pommes de terre sautées et quelques morilles avec. Et tout ça par les producteurs, et surtout, bien sûr, grâce aux mines de Rungis pour bien sûr, tous les entrées, la petite dégustation de choux, mais surtout le poisson qui vient directement de Concarneau. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'en Bretagne qu'on trouve du beau poisson. Merci Marcel, on sait qu'on va se régaler. Merci beaucoup. Alors, tu voulais intervenir, pardon. Oui, alors un complément d'information sur l'association de Ici la Terre. Elle a extrêmement pris de l'ampleur rapidement parce que donc il y a eu une demande du consommateur agriculteur qui a tout de suite validé cette action. Et aujourd'hui, on est à plus de 13 000 adhérents, mais juste dans le bassin grand parisien. Donc c'est vraiment, ça prend une ampleur qui est déjà très importante, et en espérant que par la suite on puisse y oui, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que si ça marche, parce que vous allez vous mettre en action, si ça marche, vous voulez étendre ça à l'ensemble de la France. Ah bien sûr, on voudrait vraiment prendre au niveau national, et pour l'instant on se contente d'agriculteurs consommateurs, mais pourquoi pas élargir au maximum d'adhérents qui s'impliquent d'autant plus dans le monde agricole et consommateurs, bien sûr, avant tout. Alors, Benoît Montfort, Benoît, tu es associé Super U Noisiel. Moi, je voudrais tout de suite que tu réagisses à cette initiative qui est assez maligne quand même, hein. C'est assez malin comme initiative. Et on voit souvent le comportement du consommateur qui est parfois ambivalent vis-à-vis du produit. On les aime, mais on ne les achète pas toujours. Donc, du coup, comment vois-tu un petit peu cette initiative par rapport à ce comportement du consommateur que tu connais bien? Alors, merci. C'est une bonne initiative parce que ça passe par de la pédagogie aujourd'hui. Et je pense que quand vous avez créé votre association, ça partait d'un principe simple, c'est de se dire, je suis consommateur aussi, hein, pas qu'agriculteur, et je veux du coup que les consommateurs puissent connaître les choses analysées, les produits et comment justement consommer plus vertueux et français. Alors je vais te dire, aujourd'hui, ça commence à prendre fruit dans les magasins U parce que justement, je vais peut-être surprendre le public aujourd'hui, mais les sondages sont plutôt maintenant à dire que ça commence à prendre. Les produits français
commence à rayonner, commence à être compris par nos consommateurs et même, je dirais, peu importe le revenu. Donc ça, c'est aussi une surprise. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, le sondage Kantar là, que j'ai en tête interrogeait différentes classes de population, différents pouvoirs d'achat. Et il est maintenant même unanime de se dire que les produits français, peu importe le revenu, si il est marqué d'une origine bien certifiée, d'accord, et pas galvaudée, si l'origine France est bien certifiée et que la rémunération est honnête et juste pour l'éleveur, le producteur, là, le consommateur sera prêt à acheter français. Voilà, les deux critères qui ont été retenus, et peu importe, encore une fois, le pouvoir d'achat. Et ça, c'est un vrai changement quand même. Ce que je peux dire aussi par rapport à cette bonne initiative, c'est que chez U, on a aussi, si tu veux, le moyen d'avoir un maillage fort de par notre implantation en ruralité. On a 80% de nos magasins, ils sont en ruralité aujourd'hui. Donc on connaît notre environnement, on participe déjà et pleinement à l'entrée des produits dans nos magasins de par le fait qu'on est là, quoi. On connaît l'agriculteur du coin, on connaît l'éleveur du coin, on connaît le céréalier du coin, on connaît les maraîchers et on retrouve nos produits de ce fait et leurs produits dans nos magasins. Ça, c'est aussi un axe fort. Et je suis très... Et tu connais C'est mon pas engagement. pour rien que vous êtes aux Journées nationales de l'agriculture. Voilà, c'est aussi le fait qu'on n'a pas à se travestir par de la com, on le fait. Nos produits aujourd'hui, c'est 20% quand même de notre chiffre qui est représenté par des produits locaux français, bien entendu, hein, parce que quand c'est autour de nos magasins, on ne va pas les chercher ailleurs. Hein. Donc ça, c'est une vraie force. La force que vous avez avec vos consommateurs, c'est justement ce qu'on fait, nous, dans la pédagogie, c'est-à-dire une tomate, c'est pas toute l'année, c'est français, c'est pourquoi vous ne la retrouverez pas sur nos étalages tout le temps. Les produits bio, voilà pourquoi, et je suis d'accord avec vous, il ne faut pas opposer les deux agricultures, les deux doivent perdurer, et c'est à nous aussi de faire en sorte que ces deux mondes puissent se suivre et se faire. Donc c'est toute une pédagogie qu'on met en place. Il y a un autre point d'axe aussi, Gilles, dont je voulais parler par rapport à ça, c'est nos filières. Nos filières U, vous les connaissez, ça prend de l'ampleur et ça, pour moi, ça va pérenniser réellement l'agriculture et qu'on la laisse en France. Et ça, je pense que c'est un axe fort qu'on a compris chez U depuis un moment. On est déjà à 127 contrats de passer avec vos partenaires agriculteurs. Je crois que vous en signez en ce moment là. Voilà, on en signe un, tu vois, par exemple de poireaux là. On a signé une filière poireaux, c'est 700 tonnes, 700 tonnes qui vont être donc contractualisées avec 28 producteurs de poireaux. Ben ça va permettre de laisser nos agriculteurs, nos éleveurs en France et qu'on puisse nous proposer de plus en plus de produits dans nos magasins à nos consommateurs. Et ça, pour moi, c'est pérenne. Et ça, pour moi, ça permettra de laisser notre modèle agricole, et on en a besoin, en France et pas ailleurs. Donc ça, c'est important sur ces points-là. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Tu interagis quand tu veux, bien sûr. Eddy Fougier, consultant, tu voulais réagir par rapport déjà à cette initiative. Comment tu juges ça? Tu le connaissais, le numéro vert? Oui, ici la Terre, j'ai suivi ça dès sa sortie de la Terre, pourrait-on dire. Et je trouve que cette initiative est très intéressante. Et quoi qu'il en soit, moi, je milite toujours en faveur du travail d'information, de communication directe avec le consommateur et ce travail de pédagogie. Alors, je vais rebondir sur la thématique de cette table ronde. Moi, je ne parle pas en général d'amour vache, mais dans les rapports entre les consommateurs et les agriculteurs, c'est l'expression que j'emploie, c'est « je t'aime, moi non plus ». Parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est que les citoyens consommateurs que nous sommes tous, y compris agriculteurs, on est tous plus ou moins schizophrènes. C'est-à-dire pour moi, il y a 4 parts en nous. Il y a la part citoyenne. Et la part citoyenne, c'est celle qui répond dans les sondages, qui veut ce qu'il y a de mieux pour la planète, ce qu'il y a de mieux pour le bien-être animal, ce qu'il y a de mieux pour le producteur, ce qu'il y a de mieux pour les sols, pour les abeilles, pour tout ce que vous voulez. Bon. Et qui va répondre au sondage, qui va acheter français, en tout cas dans le déclaratif. Il y a une deuxième partie qui est le consommateur. Le consommateur, il n'a pas le temps. Il veut du click and collect. Il veut pas un poulet entier éviscéré, le plumé. Il veut des nuggets. Il veut aller au plus vite.
Puis il y a le client. Le client, il regarde le prix. Il regarde les promos. Et peut-être que le poulet est pas tout à fait produit conformément à l'idée qui se fait du bien-être animal et tout ça, mais il veut quelque chose de pas cher. Et puis il y a le mangeur qui, lui, effectivement, veut se faire plaisir de temps en temps, qui, par rapport à la viande, va dire, effectivement, la viande, c'est peut-être pas bon pour le climat, pas bon pour le bien-être animal, c'est cher, mais une entrecôte de temps en temps. Bon. Et tout ça, effectivement, se mêle en nous, selon le niveau de diplôme, selon le niveau de revenu, selon le lieu de résidence. Chacun va faire la part des choses, et j'attire l'attention de toutes les personnes qui sont ici. Faites la part entre le déclaratif et les comportements d'achat. Et malheureusement, on le voit sur le commerce équitable, on le voit sur le acheter français. Il y a un décalage très important entre ce qui est dit dans les sondages et ce qui est fait une fois dans les rayons. Donc j'attire juste l'attention là-dessus. Merci. Alors Stéphane, en tant que patron de Rungis, et puis on a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire, là on a une autre forme d'action qui est vachement intéressante. Donc tu es très engagé à Rungis pour renforcer la place des produits français au sein de Rungis, j'en sais quelque chose. Vous ouvrez un pavillon, tu nous dis que c'est en train de prendre forme, un pavillon de la souveraineté alimentaire prochainement. Et à partir de là, est-ce que tu penses que la marque France peut participer à la reconquête sur tous les segments de gamme? Ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que je la pose. D'abord, à Rungis, on est évidemment très engagé sur la marque France. Et pour dire les choses clairement, quand c'est français, nous, monsieur le député, on vend tout. Ah bon? Mais on vend tout. On n'a aucun problème pour vendre les produits français, les produits locaux. Ils sont tous vendus. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, évidemment, ce qui est compliqué, c'est de vendre à toutes les gammes des produits français. Et donc, nous, on travaille aussi bien les entrées de gamme, les cœurs de gamme que les hauts de gamme. Bien sûr, on est très fort en signe de qualité, avec les produits un peu vedettes de chaque filière, mais je pense que c'est ça qui fera la reconquête du marché intérieur, c'est que quand on sera capable de vendre des produits milieu de gamme, on ne peut jamais parler de bas de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, qui sont des produits français et qui marchent en volume. Et là, moi je dis, attention danger, on ne produit pas assez. Parce que, je vous le dis, autrefois je vendais que des pommes françaises. Là actuellement, on vend toutes les pommes françaises, mais on a des pommes européennes qui arrivent. Et pourquoi? Parce que les besoins excèdent la production. Et donc c'est très important d'être à Rungis, parce qu'à Rungis, on est le thermomètre de cette ambition et de cette diversité, parce qu'on a un terroir qui est très divers, c'est un très gros avantage. Alors on nous bassine avec la contractualisation, c'est vrai que les Français ont besoin de beaucoup de sécurité. Le rêve du Français, c'est d'être fonctionnaire, et le rêve de l'agriculteur, c'est de contractualiser. La réalité, c'est que la vie est un combat, du début jusqu'à la fin, et il faut être capable de vendre tous les jours dans des gammes différentes. Et c'est ça que les marchés de gros essayent de faire. Et comme j'ai demandé à Gilles Maréchal et à son fils de me faire un rapport sur la souveraineté alimentaire, on a décidé de faire le pavillon de la souveraineté alimentaire afin qu'il y ait une adresse physique à la marque France. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'adresse physique à la marque France, on ne saura pas ce que ça veut dire en réalité. Et donc, à Rungis, on va faire ce pavillon bleu, blanc, rouge. Et là, les Français achèteront les yeux fermés. On a un toit et une armure à notre indépendance alimentaire. Et on essaye de transformer chaque achat en acte de résistance. Super. Alors, on va continuer sur la région Île-de-France. Nous avons la chance d'avoir Jérôme Regnault avec nous. Vous travaillez beaucoup avec Rungis aussi.
Jérôme, tu es agriculteur, il ne faut pas l'oublier. Tu es conseiller régional Île-de-France et donc président de la commission agricole. Et donc en Île-de-France, il y a le produit en Île-de-France, c'est le produit emblématique en quelque sorte aussi. Comment donc tu vas articuler cette initiative? Tu es dedans, donc je pense que tu vas l'articuler avec la marque Produit en Île-de-France. Est-ce que ça va la booster? Est-ce que vous allez vous renvoyer tous les deux de façon à ce que ça fasse boule de neige? Oui, merci Gilles, tout à fait. Pour dire même, par la volonté de notre présidente de région, Valérie Pécresse, nous avons même réintitulé au cours de ce mandat cette commission agriculture et alimentation. C'est-à-dire lier les deux prend vraiment tout son sens sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors je peux que revenir sur les propos d'Eddy sur le côté schizophrène de nos consommateurs. Ça, entre nous, on le sait tous, on le subit tous et on essaye de le devancer. C'est-à-dire ce rapport aux produits locaux très en vie. Donc la marque Produit en Île-de-France aujourd'hui, qui est la marque référence de la région, c'est 10 000 produits référencés. C'est vraiment une forte montée en puissance par le travail notamment de mon collègue Sébastien Dromini. Ce sont en direct, évidemment, des connexions par des conventions avec la grande distribution, que ce soit Auchan, que ce soit signé au cours de ce salon de l'agriculture Sodexo. Et je sais que les discussions avec la COP-U sont déjà en train. Et je pense que le pavillon de la souveraineté alimentaire de Rungis nous fera aussi toute sa place. Il y a beaucoup de connexions là. Bien sûr, mais globalement, ce qui est intéressant pour nous, c'est cette approche. Donc si je reviens sur le côté acte d'achat du consommateur, c'est quand on est une collectivité locale, on est également là sur une autre manière de l'acte d'achat, ce sont les marchés publics. Et la reconnaissance du local sur ces marchés publics est d'autant d'importance. On le sait aujourd'hui dans un cahier des charges de marché public, on l'attendait par les décrets de la loi d'orientation, nous ne pouvons toujours pas faire reconnaître ce caractère local. On a le bio, on essaye de jouer un petit peu avec les jeux de carbone et de transport, mais on est beaucoup trop limité. L'importance de faire reconnaître le local dans les marchés publics, c'est demain le garantir dans nos cantines de lycée pour la région, de collège pour le département et d'autres écoles, de la restauration collective des entreprises et ainsi de suite. Et ainsi, donc, le rôle de la région, c'est un petit peu de cadrer tout ça demain. Bien sûr, d'accompagner les investissements en diversification. Vous savez qu'on a maintenu le plan d'investissement et de soutien à l'agriculture sur ce budget en Île-de-France. Mais pas que, c'est-à-dire amener les diversifications, ça a du sens que si on a garanti les débouchés, je parlais des marchés à l'instant, et si ensemble on organise les filières, Président Layani, c'est-à-dire que oui, annoncer la volonté d'avoir un poulet de chair local, il faut des unités de production de ce poulet de chair, mais il faut des unités de transformation avant d'arriver aux mines de Rungis ou dans nos magasins locaux. Donc globalement, tout le rôle de la région prend son sens à partir du moment qu'on sait articuler ça. Et globalement, ça aussi, je pense que ça reprendra sens avec ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'association de défense des consommateurs qui est devenue ici la Terre, à cette demande de, certes, inciter à consommer le local, c'est-à-dire ce qui est vrai, on le dit souvent, c'est la sincérité, le local. Hein. C'est comme l'élu, c'est quand il est local qu'il est sincère, cher Pierre. Mais globalement, dire qu'aussi que dans ces cantines, dans les marchés publics, il faut discipliner tout ça par la loi ou par l'acte, mais de retrouver le local. Jérôme, je t'entends pleinement. Et avant que Pierre, le sénateur Cuiper, prenne la parole, oui. Je veux te dire que je vais sans doute piloter un amendement tout simple qui permet aux acheteurs publics d'avoir accès directement aux mines pour déroger au code des marchés publics européens. Et je le ferai passer d'abord au Sénat, parce que c'est beaucoup mieux au Sénat, parce que si on commence à faire des trucs politiques, on est dans les postures. Et donc moi, c'est simple, c'est dire les acheteurs, les attendants des cantines scolaires, quand ils viennent au marché, eh bien, la concurrence, elle a lieu. On n'a pas besoin de faire de plus amplement mise en concurrence. Et donc, je suis sûr que je peux passer un amendement de ce type avec la bénédiction du Conseil constitutionnel. Eh bien, il y a un scoop, tu ne l'avais pas encore annoncé, Stéphane, donc on prend note.
Il est là, le micro. Oui. Alors, monsieur le sénateur, Oui, monsieur. effectivement, il vous a tendu Pardon. la perche. Donc, vous êtes sénateur de Seine-et-Marne. Donc, au moment justement des premiers états généraux de l'alimentation, on avait beaucoup misé sur la qualité et ce qu'on a appelé le monté en gamme. On s'aperçoit aujourd'hui on l'a dit, on est faible sur l'entrée de gamme et notamment l'exemple des œufs a été souligné ce matin. Comment analysez-vous cette initiative? Est-ce que justement ça va permettre de remédier à ce défaut d'évaluation à l'époque? Bien, écoutez, merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Je vois que l'Assemblée nationale doit être contrainte quelque part à essayer d'expliquer pourquoi ils agissent de la manière qui est la leur. Mais vous allez combler ce manque. Voilà. Le Alors, nous, Sénat va combler. Le Sénat est solide. Le Sénat considère que nourrir la France, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est notre mission à tous. Voilà. Les agriculteurs, qui sont aujourd'hui? Depuis toujours, les agriculteurs sont des gens de la terre. Ici, la terre, ouais, j'en ai 2 devant moi. 3 maintenant. De quel département? L'Oise, avant. Bon. Eh bien, oui. Jean Lefebvre, de département de l'Oise, oui. Voilà. Eh bien, nous, Au les département. agriculteurs, nous travaillons avec le vivant. Et moi, je suis agriculteur en Seine-et-Marne. Nous travaillons avec le vivant. Nous travaillons avec le vivant, c'est-à-dire que nous travaillons... Nous sommes les premiers consommateurs. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes les premiers. Parce que nous n'avons pas du tout envie d'y laisser notre peau parce qu'on va mal produire. Donc je crois que tout simplement parce qu'on respecte la qualité du sol dont on a besoin, qui est la richesse de notre pays, mais qui est aussi celle qui est indispensable pour le bien produire. Nous sommes responsables de l'air, de l'environnement, et nous produisons non seulement des biens alimentaires, mais aussi des biens que nous transformons, qui ne sont pas en concurrence avec les biens alimentaires, que sont l'usage non alimentaire d'un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'un déchet aujourd'hui qui était lié à l'agriculteur et à l'agriculture hier est devenu une richesse pour notre pays en énergie, Tout à fait. en chimie, etc. On a des solutions extraordinaires. Eh bien moi, vous voyez, au Sénat, je me bats. Je me bats régulièrement. Je suis le rapporteur de la loi du plomb. Oui, Eh bien, nous nous battons au Sénat avec beaucoup de sérieux pour chasser ces marchands de peur qui aujourd'hui essayent de construire ou de détruire les bonnes lois qui feraient que nous soyons toujours dans cette belle mission qui est celle de nourrir nos concitoyens. C'est notre première mission. Mais on ne peut pas le faire gratuitement. Bien évidemment, produire, c'est gagner sa vie. Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue le 20 janvier dernier. J'étais à Strasbourg avec les agriculteurs pour manifester sur les difficultés. Et puis, j'ai emmené avec moi 31 parlementaires, sénateurs et députés. Et puis, au bout d'un moment de la manifestation, nous nous sommes échappés parce que nous avions obtenu des échanges possibles avec les représentants de tous les partis politiques européens et qui plus est avec le commissaire européen en charge de l'agriculture. Il était là hier, je crois. Et devant ce Parlement, il y avait 3 000 à 4 000 personnes manifestants qui manifestaient avec sérieux, qui manifestaient, je dirais, le sérieux exprimait l'ensemble des difficultés et du mal-vivre des agriculteurs de tous les pays européens. Eh bien, ce commissaire européen nous dit, oui, c'est vrai, du blé à 160 €, ça n'est pas possible. Stéphane. Il manque 40 €. Je lui dis, oui, le prix de revient, monsieur le commissaire, c'est 225 €. Donc il manque 65 €. Et puis qui plus est, il faut quand même que l'agriculteur gagne sa vie. Et pour gagner sa vie, eh bien, il manque 100 €. Et il me répond, oui, entre 40 et 60. Donc il n'écoute pas, et voilà. On est dans cette situation-là. Puis il me dit, ben, dans le fond, du blé, il ne faut plus en produire. N'en produisons plus, il faut le brûler. Alors je lui ai rappelé la crise de 29. Je lui ai dit, voyez, on est dans la même situation. Si vous ne changez pas, le rôle qui est le vôtre. Et il me dit, bon, il n'y a qu'à le transformer à ce moment-là, de faire de l'énergie. Je lui dis, vous tombez bien, moi j'ai créé la filière des énergies et des biocarburants. Et nous avons aujourd'hui, notre pays aujourd'hui, a une moindre dépendance en matière énergétique. Eh bien,
Il me dit oui, ce sujet, mais ça fait des années qu'on réclame de pouvoir augmenter la part des biocarburants qui ne rentrent pas en concurrence avec les produits alimentaires. Il me dit oui, on pourrait peut-être y réfléchir. Moi, ça fait 30 ans que je réfléchis à ça. Ça fait 30 ans que nous prenons des dispositions. Ça fait 30 ans que nous entendons en face de nous des gens qui terrorisent le consommateur, qui créent des peurs sans arrêt et qui font que, eh bien, aujourd'hui, consommer, ça devrait être gratuit déjà d'une part, mais c'est dangereux. Voilà. Je crois que nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Merci. Donc, les produits... Comment? Les montées en gamme. Oui. Je réponds simplement. Oui. C'est une erreur. C'est une erreur parce que ça détruit les entrées de gamme et des milieux de gamme. Ça veut dire qu'on favorise l'importation de produits aujourd'hui à bas prix. Parce que nos pays extérieurs produisent moins cher que nous. Ça veut dire qu'on est en concurrence directe en voulant monter en gamme l'ensemble de nos produits. Alors, si on continue, merci de ces propos, si on continue quand même sur le travail concret de l'association, il y a des conférences sur la souveraineté alimentaire. Vous allez être servi. Non, ne vous inquiétez pas. Ah, pardon. Donc, sur les cas concrets, il y a des conférences sur la souveraineté alimentaire qui sont en discussion avec le fameux grand réveil de la ministre. On parle de création, par exemple, de 200 ateliers de poules. Donc, concrètement, comment vous allez agir, par exemple, sur une initiative comme celle-là? Alors, parce que je pense que ça vous concerne directement. Pour nous, consommateurs et agriculteurs, c'est très important. C'est-à-dire, c'est de manger français, c'est de manger des produits qui sont de notre campagne. C'est-à-dire qu'on voit, on va parler des poules, effectivement. Donc, il y a des élevages de poules qui se trouvent partout sur le territoire français. Eh bien, on voudrait manger nos poules. On voudrait manger tout ce qui est issu du... Mais on sait très bien que le Français, il veut manger français et local, mais quand il y a un atelier qui se crée à côté de chez lui, il sort les pancartes. Donc, quelles vont être un peu les initiatives que vous allez prendre pour convaincre le citoyen, le consommateur? Pour convaincre le citoyen, on veut déjà savoir une certaine pression avec nos élus locaux et aidés également par nos grands élus. Qu'on souhaiterait avoir un bon soutien à ce niveau-là et ne pas avoir de barrières administratives qui aujourd'hui, on a énormément de barrières administratives qui nous ralentit dans nos projets d'installation et de créer de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Il y a Jean qui veut intervenir. Jean Lefebvre, on l'accueille ici. Tu es agriculteur où? Je suis agriculteur donc dans le sud-est de l'Oise, à côté de Senlis. Et tu fais quoi? De la grande culture et je produis aussi de l'énergie. Alors moi je suis producteur d'énergie alimentaire, d'énergie calorifique et d'énergie électrique. Donc, je suis producteur d'énergie. Et donc pour répondre à votre question concernant les poules et les œufs, ce qu'il faut c'est que nos concitoyens sont d'accord pour pouvoir manger français. Mais une fois qu'ils arrivent dans le magasin, ce sont des consommateurs qui achètent toujours au moins cher. Il faut leur expliquer que manger moins cher, on peut manger moins cher français. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à produire de milieu de gamme et de l'entrée de gamme pas cher. Parce que il faut qu'ils aient accès à tout, selon leur pouvoir d'achat. Et donc, il faut expliquer aussi aux gens là où on va implanter des poulaillers, que pour pouvoir manger moins cher, il faut pouvoir implanter plus de poulaillers. Il faut pouvoir aussi que ces gens-là se sentent introduits dans le projet, puissent porter avec nous le projet. Donc il faut qu'ils nous accompagnent dans ces projets. Il ne faut pas aller contre eux, mais il faut qu'ils nous accompagnent dans ce projet pour leur expliquer que demain, ils pourront avoir des œufs et des poules, évidemment, à côté de chez eux. Pas spécialement pas cher, mais en tout cas pour leur budget. Monsieur le Président. Oui, c'est vraiment par la pédagogie, en fait. C'est vraiment en allant au contact de ce genre d'installation qu'il va falloir discuter, en fait. Il faut vraiment qu'on fasse de la pédagogie, qu'on explique un petit peu le bienfait de la capacité de production française. Et il n'y a pas de raison, si les choses sont bien montées, le projet doit pouvoir se faire. Et on interviendra en tout cas sur toutes ces installations-là. Et on interviendra, bon, s'il le faut au niveau juridique, mais l'idée c'est quand même d'abord de communiquer et de faire de la pédagogie. Jérôme. Oui, là-dessus, Gilles, s'il te plaît. Évidemment, sur ces sujets-là, les 13 000 adhérents de l'association Ici la Terre sont 13 000 ambassadeurs de cette nécessité. Et les élus, et notamment les élus locaux, ont une responsabilité sur l'acceptabilité de ce changement agricole, c'est-à-dire
évidemment, quand on part vers une diversification, ça demande des aménagements, des constructions. Et on le sait, d'autant plus en Ile-de-France où il y a une pression urbaine assez forte. On n'a pas le temps de bouger, d'essayer de monter un projet, qu'il est tout de suite attaqué. Et donc il va falloir regarder, d'une part, la pédagogie nécessaire à amener ces projets pour que les élus locaux s'approprient les ambitions agricoles afin qu'ils ne verrouillent pas trop leurs documents d'urbanisme. C'est notre rôle en tant qu'élus locaux. Et il va falloir, j'en profite, puisqu'apparemment quand on ouvre les sujets, les propositions de loi sortent et les solutions de cette table, il va falloir que le côté recours systématique puisse être un peu plus contraint si on veut aboutir. C'est-à-dire, on parlait poule pondeuse à l'instant, on le sait, nous, notre présidente de région a annoncé qu'elle souhaiterait que 30% des œufs consommés en Ile-de-France soient produits en Ile-de-France. Ça demande évidemment au niveau de la filière d'installer des unités, mais une casserie d'œufs. Je pense que monter une casserie d'œufs aujourd'hui en Ile-de-France, avec beaucoup d'humilité, ça va être aussi difficile que n'importe quel site Céveso ou un EPR. Hein. Donc globalement, on a cette responsabilité vis-à-vis des élus locaux de faire accepter les projets et on a cette responsabilité par la loi ou la force d'État et au service de nos préfets de rendre opposables ces projets afin qu'ils ne soient pas rendus en 5-6 ans avant d'aboutir avec des investissements envoyés par les agriculteurs dans l'eau et qu'on puisse vraiment aboutir sur ces projets-là, c'est une nécessité. Alors, Eddy, par rapport à ce qu'on entend là, je n'ai pas de conseils à donner à l'association, mais il y a énormément d'initiatives qui se passent et il y a une initiative parlementaire avec la PPL de Madame Olivia Grégoire sur l'éducation à l'alimentation. Est-ce que vous n'auriez pas, il n'aurait pas intérêt à se mettre dans le sillage de toutes ces propositions? On en a parlé tout à l'heure à la table d'hôtes précédente, parce qu'il faut aussi former les générations de demain, il faut former les jeunes sur le fait que manger français, bah, c'est consommer français. Donc, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un travail, cela a été dit, d'information et de pédagogie à faire de la part des filières, de la part des agriculteurs eux-mêmes, puisque ce sont les mieux à même d'expliquer ce qu'ils font au quotidien. Je pense que du côté du citoyen, il n'y a pas nécessairement d'hostilité en soi vis-à-vis de l'agriculture ou vis-à-vis des agriculteurs. Mais il y a un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations liées effectivement au bruit que l'on peut entendre dans l'espace public, dans les médias ou ailleurs. Il y a la problématique, cela a été dit, aussi spécifique des riverains qui vont s'opposer à tel ou tel projet. Mais pour moi, il n'y a pas nécessairement une hostilité en soi. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est assez intéressant, on s'aperçoit d'abord qu'il n'y a pas nécessairement de connaissance. Et je parle sous le contrôle de Gilles, qui avait fait une enquête il y a quelques années avec des questions qui étaient posées aux Français sur leur connaissance. On est sur des préjugés. Juste, il y a une enquête qui avait été menée il y a quelques années sur l'agroécologie. On demandait aux gens, est-ce que c'est bien, est-ce que ça doit être l'objectif final de l'agriculture en France? 87% des gens disaient, bien sûr. Il y avait une petite question qui était, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est l'agroécologie? Il n'y avait que 17% des gens qui répondaient favorablement. C'est-à-dire qu'on est sur une situation où les gens ont des préjugés, positifs ou négatifs. Positifs par rapport aux agriculteurs en général, positifs par rapport au bio, négatifs par rapport à l'élevage intensif, négatifs par rapport au phyto. Et il y a donc entre les deux un énorme travail de pédagogie et d'information à délivrer, sans doute effectivement en visant les enfants, les écoles, l'éducation, sans doute en visant aussi les journalistes, les écoles de journalisme. Je sais qu'il y avait des initiatives il y a quelques années qui avaient été faites dans ce sens-là, sans doute en visant aussi, cela a été dit par monsieur le sénateur, un certain nombre d'élus, tout simplement, qui n'ont pas nécessairement de connaissance de ce qui se passe sur le terrain, des contraintes, qui ne sont pas agriculteurs ou agricultrices eux-mêmes. Donc il y a un gros travail à faire, mais pour moi, on ne part pas d'une situation où il y a une rupture dramatique entre la société et le monde agricole, contrairement à ce que la pétition vis-à-vis d'une loi que monsieur porte à l'Assemblée a semblé laisser entendre. Monsieur le député, merci Eddy, monsieur le député Pascal Lecamp nous a rejoint. Merci monsieur le député, je crois que vous aviez une bonne excuse. Oui, je viens de quitter le Premier ministre et je viens de quitter le Premier ministre au stand au-dessus et j'avais du mal à partir avant, enfin ça faisait pas poli quoi. Alors bienvenue en tout cas sur la table Agri Demain organisée ici par Ici la Terre. Donc vous avez vu un peu l'initiative de cette association d'intérêt général.
Alors, la question qu'on voulait vous poser, on l'a un petit peu abordée. Vous êtes député de la Vienne, vous êtes très investi sur les questions agricoles, je crois. Et on se disait quand même que, avec le contexte qu'on subit aujourd'hui, on peut le dire comme ça, au moment des premiers états généraux de l'alimentation, on avait beaucoup misé quand même sur la qualité et la montée en gamme. Aujourd'hui, c'est quand même assez fortement remis en cause, notamment avec l'exemple des œufs que l'on citait. Est-ce que vous avez fait un peu une analyse rétrospective sur cette orientation et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un autre message à nous donner? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. Mais vous avez déjà parlé des œufs. Bon, on a vu qu'il y a eu un transfert de la protéine chère à la protéine pas chère par rapport à l'attente de la population. C'est évident. Puis, on a été avec Yael Braun-Pivet, avec la ministre de l'Agriculture, avec tout le monde sur le stand des œufs au Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, alors je vais essayer de faire. Ah oui, c'est mieux comme ça. On voit bien que la demande est attendue. J'étais ce matin sur Pactalim, vos voisins. On a le même sujet de transfert. Enfin, qu'est-ce qu'on veut tous, et je crois que le sénateur, mon collègue, partage. On veut arriver à terme à ce que l'ensemble de la distribution alimentaire, de l'agriculture aux consommateurs, permette à chaque intervenant de vivre bien de ce qu'il fait. Et on voit que Egalim, ça a été une partie de la résolution du problème, mais qu'on a transféré, sans doute parce qu'on a peut-être trop peu de centrales d'achat de grande distribution dans ce pays et une trop grande dépendance à la grande distribution. Mais il faut qu'on arrive avec plus de transparence et sans doute une meilleure communication. J'ai suggéré chez Pactalim ce matin quelque chose que j'ai connu moi en Norvège il y a 30 ans. Il y a 30 ans en Norvège, une centaine de produits dans la grande distribution affichent le prix de l'agriculteur, le prix de l'agent distributeur, enfin, ou du marché, transformateur, et le prix de vente. Il y a les trois qui sont dessus. Mais c'est des choses, quand j'avais proposé ça à Stéphane Travers au moment des... C'est des choses qui ne sont pas dans notre culture. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dévoiler les marges de tout le monde. Il y a de la compétition, mais on a sans doute un moyen de travailler de manière législative à ce qu'avec plus de transparence et plus de communication, on bouge des curseurs qui permettent à chacun d'avoir sa marge pour vivre bien. On se rend compte aujourd'hui, avec le recul sur Egalim, que ceux qui souffrent le plus, si je peux bien dire souffrir, c'est les transformateurs. Je l'ai vu ce matin, on a des outils de transformation qui, à 1 ou 2% de marge, même s'ils peuvent encore avoir la tête hors de l'eau, n'ont pas les moyens de réinvestir dans un renouvellement ou de leur outil de production. Et je vais prendre un exemple très concret pour l'agriculture. On est en milieu agricole. Je suis d'une circonscription dans la Vienne qui n'a ni Poitiers ni Châtellerault. Plus de la moitié de la surface du département, moins du quart de la population. On avait une grande laiterie, Savencia, qui appartenait à Savencia, mais historiquement une laiterie la plus moderne d'Europe dans les années 60. Savencia l'arrête. En l'espace de 10 ans, plus aucun producteur laitier à 30 km à la ronde. On a le même problème des abattoirs. On a beaucoup de moutons chez nous. L'abattoir allait fermer. Bigard l'a repris, a réinvesti. Et finalement, ça sauve la production ovine autour parce qu'ils ont l'outil de production. Je crois que c'est important qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire production agricole, transformation, distribution, on puisse permettre, par les lois et les textes qu'on pourra correctifs ou d'inflexion qu'on pourra produire, préserver des marges qui permettent à tout le monde de vivre de son travail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit depuis les 10 ans au travail, c'est qu'il y a toujours un souci de revenu. Il est au début chez les agriculteurs, Egalim les a un peu aidés. Ça a pressé sur la transformation agroalimentaire et on a sans doute un vrai sujet à réfléchir sur le fait de n'avoir que 3 grandes centrales qui, pour la plupart, on le voit, j'ai cru comprendre que les négociations se passent très mal en ce moment. Et si ça se passe mal, c'est sans doute parce que tout le monde ne joue pas le jeu de la solidarité de la filière agricole. Est-ce que la réflexion lancée par la ministre sur le grand réveil alimentaire, est-ce que vous pensez que ça va produire justement un certain nombre d'actions pour remédier à ces problèmes que vous évoquez? On est sur la bonne voie ou pas? Mais je suis un optimiste centriste. Je crois qu'on est toujours sur la bonne voie. Mais le grand réveil, c'est comme la souveraineté alimentaire. On a besoin de... Il y a des chiffres qui sont parlants. On a besoin de sécuriser. Moi, je fais partie de ceux, des députés, qui pensent que si on n'a pas une capacité exportatrice, on est en danger.
Il y en a qui disent qu'il faut seulement produire, enfin, il faudrait fermer toutes les frontières et rester chez soi. Si on fait ça, tôt ou tard, on aura un problème de sécurité alimentaire nous-mêmes. Il faut savoir que, vous le savez sans doute tous, vous êtes des pros ici, mais il n'y a que 9 pays dans le monde qui exportent du blé. 9 pays. On ne se rend pas compte sur 200 qui exportent et qui nourrissent tous ceux qui en ont besoin. Et un jour, peut-être que nous, on aura besoin. On rigole, j'étais en Ukraine il y a 3 semaines. Ça change tellement C'est une grande vite. puissance agricole, mais le déséquilibre géopolitique aujourd'hui, on est tous à risque. On est tous à risque très près. Donc l'important, c'est, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est un des premiers écologistes que je considère comme écologiste français, c'était Jacques Cousteau. Vous vous rappelez de Jacques Cousteau? Il disait que la souveraineté alimentaire, non, que la souveraineté devait se faire au regard de la... enfin, j'ai plus le texte exact, mais Ouais. tenir compte de ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Parce qu'il y a une dimension universelle dans la souveraineté que chaque pays recherche. Et je crois qu'il faut en tenir compte, surtout à horizon 2050, 2060, 2070, où le changement climatique impliquera nécessairement des changements de production à la surface du globe. Et si on n'en tient pas compte, on peut être les premières victimes de ces évolutions. Merci, monsieur le député. Vous avez droit à une assiette. Elle va arriver. Vous inquiétez pas. C'est vrai, parce que sinon, Jean, l'agriculteur de l'Oise, voulait réagir. Oui, je voudrais rappeler que les agriculteurs sont des experts de la consommation, puisque nous sommes nous-mêmes les producteurs de ce que nous consommons. Et donc, ici, la Terre, c'est né de ce constat qu'il n'y avait pas d'association de consommateurs qui était expert de la production. Et donc, en créant cette association de consommateurs, l'idée derrière, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est que nous sommes consommateurs, nous voulons de la bonne qualité, nous voulons d'une sécurité alimentaire en France, et nous voulons donc par conséquent continuer à produire en France et expliquer à nos concitoyens que ce qu'on mange en France, c'est bon pour la santé. Il n'y a aucun risque sur ce qu'on mange en France. Il n'y a aucun risque pour la production hors alimentaire, parce qu'on ne produit pas que l'alimentaire, on produit aussi de l'énergie, et on produit aussi de l'habillement, on produit, etc., et des carburants. Donc tout ça pour dire que nous sommes des experts dans la production, et donc des experts de la consommation. Benoît, pour... Ouais, je voulais interagir coopérative, suite aux propos de monsieur le député. Non, il n'y a pas dit de conneries, au contraire. Chez U, on est en phase avec ce que vient de dire monsieur le député sur la transparence. On a fait justement l'exemple sur des briques de lait U, où on a donné exactement ce qui revenait à chacun. Tu vois, et ça c'est de la pédagogie auprès des Français qui puissent aussi se rendre compte que finalement, la distribution, c'est pas toujours le mauvais canard. Et donc, de ce fait, je suis d'accord avec ça, sur cette transparence. Dans nos produits U, il faut qu'on le sache, il y a un autre levier aussi, tu vois, pour que l'origine France reste et qu'on puisse aussi agir sur la production française. Dans nos produits U, je fais la marque U, on a maintenant, on est les premiers, on est fiers, il faut l'être, il faut le dire, on est les premiers à mettre la plus grande partie d'ingrédients français. Parce qu'il n'y a pas que, tu vois, l'origine France des fruits et légumes, par exemple. Il y a aussi la transformation de nos produits. Et si tu vas chercher de la matière première en France, ça aussi, ça a un impact. Ça aussi, c'est un gros levier. Chez nous, on est à 50% déjà. Tu vois, dans nos produits, il y a plus de 50% des origines de nos ingrédients qui sont français. Et ça aussi, c'est un levier important. Et je pense que pour nos consommateurs, et je rejoins tout à fait le discours, quand on sait que déjà, dans nos produits fabriqués, on a ces ingrédients qui viennent de France, il y a une rassurance. Il y a quelque chose qui dit, bon, bah, moi, j'y vais. C'est sûr. C'est acheté en France, c'est produit en France. Et ça, c'est important aussi comme levier et comme pérennité pour notre agriculture française. Et c'est pas spécialement plus cher. Et c'est pas spécialement plus cher, bien entendu. Eddy, au regard de tout ce qui a été dit, justement, tu penses que ça va marcher, cette initiative? Non, ça ne va pas du tout marcher. Bah, écoute, si on est là, c'est qu'on pense que ça va dans le bon sens. Encore une fois, je pense que du côté d'une grande partie des citoyens, celles et ceux qui ne sont pas nécessairement engagés dans une démarche alternative ou critique par rapport à l'agriculture ou aux agriculteurs, mais dans ce qu'on peut appeler la majorité silencieuse, il y a une attente. Et quand on voit effectivement les enquêtes sur la confiance que génère un certain nombre de professions ou un certain nombre d'institutions, les agriculteurs font partie des institutions et des professions les plus estimées. Donc,
je pense qu'il y a... Il faut s'appuyer là-dessus. Bien évidemment, bien évidemment. Et les journées nationales de l'agriculture, on est bien placé pour le savoir. Je voulais le dire. En sont l'un des symboles. Et on sait très bien que ce qui marche le mieux, ce sont les visites à la ferme. Ce sont les visites à la ferme. Et ce qu'a dit tout à l'heure madame sur le fait que, en général, quand les gens appellent le numéro d'Ici la Terre, ce n'est pas pour essuyer des tonnes d'insultes. Ce sont des personnes qui cherchent à avoir des réponses. Voilà. À avoir des réponses parce qu'ils ont des interrogations. Et qu'ils aient des interrogations, c'est normal. C'est normal. Et c'est même positif parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que, les gens s'intéressent de plus en plus aux questions agricoles. Et les questions agricoles, c'est par rapport à ce qu'ils ont dans leur assiette. Deuxièmement, les préjugés qui sont, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'agriculture et vis-à-vis des agriculteurs, plus précisément les agriculteurs, sont positifs. Et n'oublions pas aussi que la question aujourd'hui clé de la souveraineté alimentaire, c'était un peu le fil rouge de la discussion d'aujourd'hui, est une question qui est extrêmement sensible. Et c'est, comme l'a dit monsieur, c'est un facteur de rassurance. La proximité, le petit logo local ou le petit drapeau français, c'est un élément de rassurance. Donc tout ça va dans le bon sens de mon point de vue. Bien, je crois qu'on a quand même fait à peu près le tour. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste vous dire quand même qu'on a l'intention, dans le cadre de chez Agri-Demain et de cette notion de souveraineté alimentaire, d'apporter notre pierre. C'est l'année prochaine. On voudrait faire un pavillon de la souveraineté alimentaire. On a déjà 7 organisations qui nous ont rejoints. Ce n'est pas pour faire un gros stand, mais c'est pour essayer d'incarner, nous aussi, aux yeux du grand public, quand on rentrera ici, il y a la ferme digitale, pourquoi il n'y aurait pas le village de la souveraineté alimentaire? Pactalim est prêt à nous rejoindre, Adivalor est prêt à nous rejoindre, bien sûr il y aurait Eurotoc, etc. Mais vous voyez, tout le monde apporte sa pierre sur une notion qu'il n'est pas facile de comprendre quand même pour le grand public. Donc en tout cas, moi je pense que je suis convaincu que votre initiative va marcher. En tout cas, longue vie à Ici la Terre, et je crois que le sénateur veut encore renchérir. Non, je renchéris rien. D'abord, merci. Merci à vous, merci à Ici la Terre. Il y a eu un film qui s'appelait Ici la Lune. Donc, on a les pieds sur terre, bravo. Moi, ce que je voudrais simplement dire au niveau de ma mission sénatoriale, il y a la loi que nous faisons. On m'a suggéré encore, comment il s'appelle, Stéphane Layani m'a proposé un amendement. Je vais le prendre. Oui. Je lui ai demandé d'ailleurs. Et il y a la loi, mais il y a aussi l'application de la loi. Dans l'application de la loi, il y a les décrets. Est-ce que les décrets sont pris? Dans quelles conditions? Etc. etc. C'est surtout ça. Sinon, ça ne sert à rien. Et j'ai, à l'occasion du Sénat, pu entendre différents propos. Et quelqu'un me disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un plan, plutôt qu'une loi d'urgence, d'avoir un plan qui s'appellerait le plan Notre-Dame? On a reconstruit Notre-Dame en simplifiant, en évitant toutes les... Une loi d'urgence, quoi. Une loi d'urgence. L'urgence, c'est maintenant. Eh bien, si on pouvait avoir un plan Notre-Dame pour l'agriculture, pour les consommateurs et pour notre économie et le bien-être de nos concitoyens, eh bien, on aura gagné. Alors, espérons qu'on n'aura pas un incendie avant qu'elle se mette en place. Non. Mais en tout cas... Et le feu est là. Merci. Le feu est là. Merci à tous et on vous accueille aux Journées nationales de l'agriculture toutes et tous 5, 6, 7 juin 2026.